Dans la lumière pâle du matin qui enveloppait Montpellier d'une douceur trompeuse, tout semblait annoncer une journée ordinaire, presque paisible, comme si la ville refusait encore de révéler les fissures qui, lentement, s'élargissaient dans les cœurs de ceux qui allaient en être les acteurs. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, une mécanique bien plus froide s'était déjà mise en marche, orchestrée avec une précision redoutable par une femme qui n'avait jamais laissé le hasard décider à sa place. Catherine, fidèle à elle-même, avançait avec cette maîtrise implacable qui transformait chaque geste en stratégie, chaque parole en arme dissimulée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et surtout pourquoi elle le faisait. L'information qu'elle s'apprêtait à livrer n'était pas une simple maladresse, ni un moment d'inattention comme elle le prétendrait plus tard avec une innocence feinte. C'était une bombe soigneusement préparée, un projectile destiné à atteindre sa cible avec une précision chirurgicale. Car annoncer à Ève le mariage imminent de Boris et Muriel, accompagné de cette décision d'adopter Thomas, revenait à planter une vérité brutale au cœur d'une blessure encore ouverte, à raviver une douleur que le temps n'avait pas encore apaisée. Pendant ce temps, sans se douter de la tempête qui se préparait autour de lui, Boris avançait dans sa propre logique, déterminé à reprendre le contrôle de sa vie. Il refusait désormais toute forme d'influence venant de sa mère, comme si chaque mot qu'elle prononçait, chaque regard qu'elle posait sur lui, représentait une tentative de le ramener dans une spirale qu'il avait enfin décidé de quitter. Ce refus n'était pas une simple rébellion passagère, mais bien une rupture profonde, presque irréversible, née d'un besoin vital de protéger ce qu'il avait construit avec Muriel. Le projet de mariage, fixé dans 3 semaines à peine, prenait alors une dimension bien plus lourde qu'une simple union. Il devenait un acte de défi, une déclaration silencieuse contre l'emprise maternelle, une manière pour Boris de dire qu'il n'était plus ce fils manipulable, prêt à plier sous la pression. Et dans cette décision d'adopter Thomas, il y avait quelque chose de plus encore, une volonté d'ancrer cette nouvelle vie dans une réalité irrévocable, de créer un lien que personne, pas même Catherine, ne pourrait défaire. Dans un autre espace, plus institutionnel, plus froid, le procès se mettait en place avec toute la rigueur que la justice impose. Muriel, consciente de l'importance de ce moment, s'y rendait avec une tension contenue, comme si chaque pas vers le tribunal pesait davantage que le précédent. Elle savait que ce qui se jouait là dépassait largement le cadre légal, que les regards, les jugements, les silences même allaient alimenter une atmosphère déjà chargée d'émotions contradictoires. Ève, de son côté, arrivait elle aussi, accompagnée de Manu, dont la présence se voulait rassurante mais ne parvenait pas à contenir l'agitation intérieure qui la traversait. Il y avait dans son regard une fragilité particulière, une sensibilité à fleur de peau qui la rendait vulnérable au moindre choc. Et c'est précisément cette fragilité que Catherine avait décidé d'exploiter, avec une lucidité presque cruelle. À cet instant précis, tout convergeait vers une rencontre inévitable, un face-à-face chargé de sous-entendus, de tensions latentes et de vérités prêtes à éclater. Catherine n'attendit pas que les circonstances se présentent d'elles-mêmes, elle les provoqua. Elle s'approcha d'Ève avec cette aisance calculée, ce ton légèrement hésitant qui donnait l'illusion d'une confidence maladroite, presque involontaire. Les mots qu'elle choisit furent d'une simplicité désarmante, et c'est précisément cette simplicité qui les rendit si violents. Elle parla du mariage, glissa l'information comme une évidence, comme si tout le monde était déjà au courant, comme si Ève n'avait simplement pas encore été mise au courant par un oubli regrettable. Puis, sans marquer de pause, elle ajouta l'élément décisif, l'adoption de Thomas. Une phrase de trop, en apparence anodine, mais qui, en réalité, achevait de transformer cette révélation en coup de poignard. Elle s'excusa immédiatement, prétextant une accumulation de gaffes, un manque de vigilance, un moment d'égarement. Mais derrière ce masque, il n'y avait ni regret, ni surprise. Seulement la satisfaction froide d'avoir atteint son objectif. Elle savait que ces mots allaient produire leur effet, qu'ils allaient s'infiltrer dans l'esprit d'Ève, s'y installer, et y provoquer une onde de choc impossible à contenir. Ève, quant à elle, reçut cette information comme un choc silencieux, une déflagration intérieure qui ne trouva pas immédiatement de sortie. Son visage ne trahit pas instantanément l'ampleur de ce qu'elle ressentait, mais son regard, lui, se troubla, laissant apparaître une confusion mêlée de douleur. Elle comprenait, en un instant, tout ce que cela impliquait. Le mariage, l'adoption, la construction d'une famille dans laquelle elle n'avait plus sa place. Ce n'était pas seulement une nouvelle, c'était une confirmation, brutale et définitive, que quelque chose s'était refermé sans elle. Et ce qui rendait la situation encore plus difficile à supporter, c'était la manière dont cette vérité lui était imposée, sans préparation, sans délicatesse, comme une évidence qu'elle aurait dû accepter depuis longtemps. Dans ce tumulte intérieur, Manu tenta de maintenir un semblant de stabilité, cherchant à canaliser la tension qui montait.
Mais il percevait lui aussi que quelque chose venait de se briser, que la frontière entre maîtrise et débordement était désormais dangereusement mince. Il comprenait que Catherine n'avait pas simplement parlé, elle avait déclenché un processus dont personne ne pouvait encore mesurer les conséquences. Pendant ce temps, ailleurs, une autre tension se développait, plus insidieuse, plus lente, mais tout aussi destructrice. Clémence, enfermée dans son bureau, cherchait désespérément à reprendre le contrôle d'elle-même, mais son corps et son esprit semblaient désormais lui échapper. La dépendance aux opioïdes, qu'elle tentait de minimiser, s'imposait à elle avec une force croissante, transformant chaque instant en lutte intérieure. La panique la gagnait par vagues, imprévisible et violente. Elle fouillait, cherchait ses comprimés comme une urgence vitale, incapable de se raisonner. Chaque seconde sans cette substance semblait prolonger un malaise insupportable, comme si le monde autour d'elle devenait instable, flou, menaçant. Lorsqu'elle finit par quitter l'hôpital, ce ne fut pas un départ maîtrisé, mais une fuite presque instinctive, un besoin de s'éloigner avant de perdre totalement pied. La rue elle-même devint un danger. Le vertige la saisit, ses repères vacillèrent, et elle dut s'appuyer contre le mur pour continuer à avancer. À un instant près, tout aurait pu basculer, un véhicule aurait pu la percuter, mettant fin brutalement à cette spirale. Mais elle continua, comme portée par une force fragile, une volonté encore présente malgré tout. Dans un tout autre décor, celui d'un dîner qui aurait dû être convivial, les tensions prenaient une forme plus sourde, mais tout aussi intense. Elisabeth, installée face à Alain et Clémence, observait chaque geste, chaque regard, chaque échange avec une attention presque douloureuse. Elle ne disait rien immédiatement, mais tout en elle traduisait une agitation intérieure qui ne demandait qu'à éclater. Elle voyait cette complicité entre Alain et Clémence, cette attention particulière qu'il lui portait, et chaque détail devenait une preuve supplémentaire de ce qu'elle redoutait. Ce n'était peut-être rien, ou peut-être tout, mais dans son esprit, la frontière entre réalité et interprétation s'effaçait peu à peu. Et plus elle tentait de contenir ce qu'elle ressentait, plus la pression intérieure augmentait. Lorsqu'enfin les mots sortirent, ils ne furent pas mesurés, ni filtrés. Ils furent directs, presque accusateurs, comme si elle ne pouvait plus supporter de garder pour elle ce qu'elle avait ressenti tout au long de la soirée. Elle évoquait le temps passé ensemble, la place que Clémence semblait occuper, et derrière ces phrases, il y avait toute la jalousie qu'elle n'avait pas voulu reconnaître. Alain, surpris par cette attaque, tenta de ramener la situation à quelque chose de rationnel, d'expliquer, de justifier. Mais Elisabeth n'était plus dans une logique d'explication, elle était dans une réaction émotionnelle, dans une blessure qui cherchait à s'exprimer. Et ce décalage entre eux ne fit qu'aggraver la situation, transformant un simple malaise en véritable conflit. La rupture, même temporaire, devint inévitable. Alain, lassé de cette tension, préféra s'éloigner, laissant Elisabeth seule avec ce qu'elle ressentait. Et c'est précisément dans cette solitude que se produisit un basculement, discret mais lourd de conséquences. Elle pensa à Fourneau, à cette proposition qu'elle avait initialement accueillie avec distance, et qui, désormais, prenait une autre signification. Ce n'était plus une simple invitation, c'était une échappatoire, une manière de reprendre le contrôle, de répondre à sa manière à ce qu'elle venait de vivre. Lorsqu'elle accepta finalement ce verre, ce ne fut pas un geste anodin, mais une décision marquée par l'émotion, par la colère, par un besoin de compensation. À ce moment-là, sans qu'elle en ait pleinement conscience, elle venait de franchir une ligne invisible, un point de non-retour qui allait, lui aussi, produire ses propres conséquences. Dans le prolongement de ce premier choc, l'atmosphère autour du tribunal ne tarda pas à se charger d'une tension presque palpable, comme si chaque individu présent portait en lui une part de ce qui venait de se produire sans en mesurer encore pleinement la portée. Ève, désormais incapable d'ignorer la réalité qui lui avait été imposée, avançait dans cet espace avec une rigidité nouvelle, comme si son corps tentait de compenser la fragilité qui menaçait de l'envahir intérieurement. Chaque regard qu'elle croisait lui semblait chargé d'un jugement implicite, chaque silence résonnait comme une confirmation de ce qu'elle venait d'apprendre. Elle tenta de se concentrer sur le procès, sur les arguments qui s'échangeaient, sur la logique juridique qui se déployait devant elle, mais son esprit revenait inlassablement à cette révélation. L'image de Boris, associée désormais à celle de Muriel et de Thomas dans une unité familiale complète, s'imposait à elle avec une netteté douloureuse. Ce n'était pas seulement une perte affective, c'était une exclusion définitive, une réécriture de la réalité dans laquelle elle n'avait plus sa place. À la sortie du tribunal, cette tension accumulée trouva finalement un point de rupture. Ève, incapable de contenir plus longtemps ce qu'elle ressentait, laissa éclater une colère dirigée vers une cible accessible, presque symbolique. Elle s'en prit à Florent, dont le rôle d'avocat devenait à ses yeux une incarnation de l'injustice.
Ces mots ne furent pas réellement destinés à lui en tant qu'individu, mais à tout ce qu'il représentait dans ce moment précis, une défense qu'elle refusait d'accepter, une vérité qu'elle ne pouvait pas admettre. Cette réaction, brutale mais profondément humaine, traduisait surtout une incapacité à gérer simultanément trop d'émotions contradictoires. Manu, toujours à ses côtés, comprit immédiatement le danger de cette escalade. Il tenta de la calmer, de lui rappeler le contexte, de ramener son attention vers quelque chose de plus stable. Mais il savait que ce qu'elle venait de vivre ne pouvait pas être simplement apaisé par des mots. Dans un autre registre, Boris poursuivait son propre combat intérieur, qui, bien qu'il paraisse plus maîtrisé, n'en était pas moins intense. L'appel de Laurine, chargé de conseils prudents et d'inquiétude, représentait une tentative de préserver un équilibre déjà fragile. Elle lui suggérait d'apaiser les tensions avec Catherine, de ne pas transformer cette situation en conflit ouvert. Mais Boris, désormais, refusait toute concession qui pourrait être interprétée comme un retour en arrière. Sa décision était claire, presque inflexible. Il ne ferait aucun pas vers sa mère tant qu'elle ne reconnaîtrait pas ses torts, tant qu'elle ne s'excuserait pas auprès de Muriel. Cette exigence n'était pas seulement une question de principe, elle était devenue une condition essentielle pour préserver l'intégrité de la relation qu'ils construisaient. Il ne s'agissait plus de négocier, mais de poser une limite, une frontière qu'il refusait désormais de laisser franchir. Dans ce refus, il y avait aussi une forme de libération. Pour la première fois peut-être, Boris se positionnait non plus comme un fils soumis à une influence maternelle écrasante, mais comme un homme capable de définir ses propres règles. Et même si cette posture impliquait un conflit, même si elle risquait de déclencher une réaction violente de Catherine, il semblait prêt à en assumer les conséquences. Pendant ce temps, Catherine, loin de se sentir remise en question, observait les effets de son intervention avec une satisfaction contenue. Elle n'avait pas besoin de voir immédiatement les résultats pour savoir qu'elle avait semé quelque chose. Elle connaissait suffisamment les dynamiques humaines pour comprendre que certaines informations, une fois révélées, continuent de travailler en profondeur, bien après que les mots ont été prononcés. Elle ne cherchait pas nécessairement une confrontation immédiate. Ce qui l'intéressait, c'était l'effet à long terme, la manière dont cette révélation allait s'insinuer dans les pensées d'Ève, altérer ses réactions, influencer ses décisions. C'était une stratégie de lente déstabilisation, une manière d'affaiblir sans attaquer frontalement. Parallèlement, la situation de Clémence continuait de se dégrader de manière inquiétante, même si elle tentait encore de maintenir une apparence de normalité. Lorsqu'elle retrouva Alain à l'entrée de la maison, avec ce bouquet de fleurs qu'elle avait pris soin d'apporter, elle chercha à donner une image rassurante, presque apaisée. Elle affirma qu'elle ne prenait plus d'opioïdes, qu'elle allait mieux, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Mais ces paroles sonnaient creux face à la réalité de ce qu'elle venait de vivre. Alain, attentif mais encore hésitant, percevait un décalage, une incohérence entre ce qu'elle disait et ce qu'elle dégageait. Il voulait la croire, sans doute, mais quelque chose en lui résistait, comme une intuition qui refusait d'être ignorée. Leur échange, empreint d'une sincérité fragile, laissait entrevoir un lien encore présent, une attache émotionnelle qui n'avait pas totalement disparu malgré les tensions. Ils se disaient qu'ils tenaient l'un à l'autre, et cette reconnaissance, bien que discrète, avait un poids particulier. Elle venait nourrir, sans qu'ils en aient pleinement conscience, les inquiétudes d'Elisabeth. Dans le salon, justement, Elisabeth observait la scène avec une intensité presque silencieuse. Elle ne participait pas directement à cet échange, mais elle en captait chaque nuance, chaque inflexion, chaque regard. Et plus elle observait, plus son malaise grandissait, se transformant progressivement en une forme de colère contenue. Ce qu'elle voyait n'était peut-être pas objectivement compromettant, mais dans son esprit, cela suffisait. La proximité entre Alain et Clémence, leur manière de se parler, cette complicité implicite, tout cela venait alimenter un sentiment d'exclusion qu'elle ne parvenait pas à rationaliser. Elle avait le sentiment de perdre quelque chose, sans pouvoir encore définir exactement quoi. Ce sentiment, diffus mais persistant, allait trouver son point d'expression lors du dîner. L'ambiance, déjà tendue, ne tarda pas à se fissurer sous le poids de ce que chacun portait en lui. Elisabeth, incapable de continuer à faire semblant, laissa finalement apparaître ce qu'elle ressentait réellement. Ces paroles, bien que formulées avec une certaine retenue apparente, étaient chargées d'un reproche clair. Elle évoquait le temps passé ensemble, la place occupée par Clémence, et derrière ces mots, il y avait une accusation implicite, celle d'être mise de côté, d'être remplacée, ou du moins négligée. Alain, pris de court, tenta d'expliquer, de contextualiser, de rappeler que Clémence traversait une période difficile. Mais cette explication, loin d'apaiser la situation, fut perçue comme une justification,
presque comme une preuve supplémentaire de l'attention qu'il lui portait. Et c'est précisément cette perception qui rendit toute tentative de dialogue inefficace. La discussion dégénéra rapidement, non pas dans une explosion violente, mais dans une incompréhension profonde, un décalage émotionnel qui empêchait toute réelle communication. Alain, fatigué de cette tension, choisit de se retirer, laissant Elisabeth seule face à ce qu'elle venait de révéler. Dans cette solitude, quelque chose bascula. Elisabeth, habituellement maîtrisée, sentit une impulsion nouvelle émerger, une envie de rompre avec cette situation, de reprendre le contrôle d'une manière différente. Et c'est à ce moment précis que la proposition de Fourneau prit une nouvelle dimension. Jusqu'alors, elle avait gardé une certaine distance, considérant cette invitation comme anodine, presque insignifiante. Mais désormais, elle y voyait une possibilité, une ouverture, une manière de répondre à sa frustration, de se prouver qu'elle n'était pas dépendante de l'attention d'Alain. Lorsqu'elle laissa ce message vocal, acceptant finalement de boire ce verre, elle ne mesurait peut-être pas encore toutes les implications de ce geste. Mais ce qui était certain, c'est qu'elle venait de franchir une étape, de s'engager dans une direction qui pourrait transformer durablement l'équilibre de ses relations. Dans le même temps, ailleurs, les conséquences de ce que Catherine avait déclenché continuaient de se propager, invisibles mais bien réelles. Ève, toujours sous le choc, avançait désormais avec une nouvelle conscience, celle d'une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et au cœur de toutes ces dynamiques, une évidence s'imposait peu à peu. Ce qui venait de se produire n'était pas un simple enchaînement d'événements, mais le début d'une série de réactions en chaîne, dont aucun des protagonistes ne pouvait encore anticiper l'issue. À ce moment-là, les répercussions invisibles de ce que Catherine avait déclenché commencèrent à s'enraciner plus profondément dans les esprits, comme une fissure silencieuse qui s'élargit sans bruit jusqu'à devenir impossible à ignorer. Ève, désormais seule face à ce qu'elle venait d'apprendre, n'était plus dans la simple réaction émotionnelle immédiate, mais dans une phase bien plus insidieuse, celle où la douleur se transforme en réflexion, où chaque détail prend un sens nouveau, souvent plus cruel encore que la réalité brute. Elle revoyait les scènes passées, les moments partagés avec Boris, les paroles échangées, les silences mêmes, et tout cela semblait désormais altéré, réinterprété à la lumière de cette vérité qui lui avait été imposée sans ménagement. Ce n'était pas seulement le présent qui lui échappait, c'était aussi le passé qui se redessinait, comme si elle avait été, sans le savoir, progressivement écartée d'une histoire dont elle croyait encore faire partie. Dans cet état de lucidité douloureuse, elle comprenait peu à peu que Catherine n'avait rien laissé au hasard. Cette révélation n'était pas tombée au mauvais moment par accident, elle avait été placée exactement là où elle ferait le plus de dégâts. En plein procès, alors que ses émotions étaient déjà fragilisées, alors qu'elle était exposée, vulnérable, incapable de se protéger pleinement. Cette prise de conscience ajoutait une couche supplémentaire à sa souffrance, transformant la tristesse en une forme de colère plus froide, plus structurée. Pendant ce temps, Boris, toujours animé par sa volonté de rupture, avançait dans ses décisions avec une détermination qui ne laissait plus de place à l'hésitation. Aller chercher Thomas à la crèche, dans ce contexte précis, prenait une dimension presque symbolique. Ce geste, en apparence banal, devenait une affirmation concrète de son engagement, une manière de dire que cette nouvelle famille qu'il construisait n'était pas une projection future, mais une réalité déjà en place. Lorsqu'il retrouva Thomas, il y eut dans ce moment une simplicité désarmante, une sincérité qui contrastait fortement avec les tensions environnantes. L'enfant, insouciant, ne percevait rien de ces enjeux, rien de ces conflits qui se jouaient autour de lui. Et c'est précisément cette innocence qui donnait à la situation une profondeur particulière. Boris ne protégeait pas seulement une relation amoureuse, il protégeait un équilibre, une stabilité qu'il voulait offrir à cet enfant, coûte que coûte. Dans ce choix d'adopter Thomas, il y avait une volonté de réparer quelque chose, peut-être, ou de construire là où d'autres avaient échoué. Mais il y avait aussi une prise de risque, car il savait que cette décision allait renforcer encore davantage le conflit avec Catherine. Pourtant, il ne semblait plus prêt à reculer. Ce qu'il avait commencé, il comptait le mener jusqu'au bout, même si cela signifiait couper définitivement certains liens. Dans un autre registre, le procès suivait son cours, avec cette rigueur presque mécanique qui contraste toujours avec les tempêtes émotionnelles qu'il génère. Claudine, représentant les parties civiles, avançait ses arguments avec une précision professionnelle, tandis que Florent, en défense, tentait de maintenir une ligne claire malgré la pression extérieure. Mais au-delà des mots échangés, des procédures respectées, il y avait une tension palpable entre les personnes présentes. Chaque regard, chaque réaction, portait en lui une charge émotionnelle qui dépassait largement le cadre juridique. Et pour Ève, cette atmosphère devenait de plus en plus difficile à supporter.
Lorsqu'elle croisa Muriel, le moment fut bref, mais lourd de sens. Aucun mot ne fut nécessaire pour exprimer ce qui passait entre elles. Il y avait dans ce regard une accumulation de non-dits, de ressentiments, de blessures qui ne trouvaient pas encore leur forme. Muriel, consciente de cette tension, ne chercha pas à provoquer, mais ne pouvait pas non plus l'ignorer. Elle savait que sa relation avec Boris, dans ce contexte, ne pouvait être neutre. Elle impliquait forcément une confrontation, même silencieuse, avec ceux qui avaient été là avant elle. Et même si elle avançait avec la conviction de faire ce qui était juste pour elle et pour Thomas, elle ne pouvait nier que cette situation créait des fractures difficiles à réparer. Dans le même temps, Catherine poursuivait son observation, attentive à chaque réaction, à chaque signe qui pourrait confirmer l'efficacité de son intervention. Elle ne cherchait pas à intervenir de nouveau immédiatement. Elle savait que le silence, après une telle révélation, pouvait être encore plus puissant que les mots. Elle laissait le temps faire son œuvre, convaincue que ce qu'elle avait déclenché allait produire des effets en cascade. Et dans cette patience stratégique, il y avait une forme de contrôle absolu, une capacité à manipuler sans apparaître, à influencer sans se montrer. Par ailleurs, la situation de Clémence atteignait un point critique qui ne pouvait plus être ignoré très longtemps. Son retour chez Elisabeth et Alain, avec ce bouquet de fleurs comme tentative de normalisation, ne parvenait pas à masquer les signes évidents de sa fragilité. Son regard, ses gestes, cette tension constante dans son corps trahissaient une lutte intérieure qu'elle ne maîtrisait plus totalement. Elle tentait de convaincre, de rassurer, de maintenir une image cohérente, mais chaque mot semblait fragile, susceptible de s'effondrer à la moindre contradiction. Et Alain, bien qu'encore dans une posture de soutien, ne pouvait plus ignorer totalement ce qu'il percevait. Il y avait en lui une inquiétude grandissante, une impression que quelque chose lui échappait, que la situation était plus grave que ce qu'elle laissait entendre. Mais cette inquiétude se heurtait à son attachement, à sa volonté de croire en elle, de ne pas la confronter trop brutalement. Ce tiraillement, entre lucidité et attachement, le plaçait dans une position délicate, où chaque décision pouvait avoir des conséquences importantes. Et c'est précisément cette ambiguïté qui nourrissait les soupçons d'Elisabeth. Dans le prolongement de la soirée, après le départ d'Alain, Elisabeth resta seule un moment, laissant ses pensées s'organiser, se structurer autour de ce qu'elle venait de vivre. La jalousie, qui s'était exprimée de manière impulsive, prenait désormais une forme plus construite, presque rationnelle. Elle analysait les gestes, les paroles, les regards, cherchant à comprendre, à confirmer ce qu'elle ressentait. Et plus elle réfléchissait, plus elle trouvait des éléments qui validaient son malaise. Ce processus, typique des émotions fortes, transformait des détails en preuves, des impressions en certitudes. Dans cet état d'esprit, son choix d'accepter le verre avec Fourneau ne lui apparaissait plus comme une simple réaction émotionnelle, mais comme une décision presque logique, une manière de rééquilibrer la situation, de ne plus être celle qui subit. Elle se convainquait qu'il n'y avait rien de grave, que cela restait dans les limites d'une relation amicale, comme Fourneau l'avait lui-même précisé. Mais au fond, elle savait que ce geste avait une portée différente, qu'il s'inscrivait dans une dynamique nouvelle, potentiellement dangereuse. Dans un autre lieu, plus discret, les conséquences de l'état de Clémence continuaient de se manifester. Son corps, soumis à des variations constantes, devenait imprévisible. Elle pouvait passer d'un état de relative stabilité à une agitation intense en quelques instants, comme si elle n'avait plus aucun contrôle sur elle-même. Cette instabilité la mettait en danger, non seulement physiquement, comme l'avait montré l'incident dans la rue, mais aussi socialement, relationnellement. Chaque interaction devenait un risque, chaque moment une possibilité de perdre pied. Et pourtant, elle continuait à nier, à minimiser, à se convaincre qu'elle pouvait gérer. Cette illusion de contrôle, fréquente dans ce type de situation, l'empêchait de prendre les mesures nécessaires, de demander de l'aide, de reconnaître l'ampleur du problème. Dans le même temps, les différentes intrigues semblaient avancer chacune à leur rythme, mais toutes convergeaient vers une même réalité, un point de tension globale qui ne cessait de croître. Les relations se fragilisaient, les décisions s'accumulaient, les émotions s'intensifiaient. Et au centre de tout cela, Catherine restait immobile en apparence, mais profondément active en réalité. Elle avait déclenché quelque chose, et elle attendait désormais de voir jusqu'où cela irait. Dans le prolongement de ces tensions qui ne cessaient de s'entrelacer, la situation atteignait un stade où chaque geste, même le plus anodin, semblait désormais chargé d'une signification plus lourde qu'auparavant. Rien n'était plus neutre, rien n'était plus simplement ce qu'il paraissait être. Chaque parole prononcée, chaque silence gardé devenait un indice, une preuve ou une menace latente, et tous, sans exception, évoluaient dans cet équilibre fragile sans encore mesurer à quel point il pouvait basculer rapidement. Ève, de son côté,
avançait désormais dans une forme de lucidité douloureuse qui ne la quittait plus. Ce qu'elle avait appris ne pouvait plus être effacé, ni atténué par le temps ou les distractions. Au contraire, plus les heures passaient, plus cette vérité s'installait profondément en elle, comme une certitude qu'elle ne pouvait contourner. Elle ne se contentait plus de ressentir, elle analysait, elle reconstruisait mentalement chaque interaction passée avec Boris, cherchant à comprendre à quel moment elle avait cessé d'exister dans son monde. Ce processus intérieur, lent et implacable, ne faisait qu'accentuer la sensation d'injustice qu'elle éprouvait. Elle n'était pas seulement blessée, elle se sentait trahie par une réalité qui lui avait été cachée, tenue à distance jusqu'au moment où elle ne pouvait plus l'ignorer. Et dans cette prise de conscience, Catherine apparaissait de plus en plus clairement comme l'architecte de cette révélation, celle qui avait choisi le moment, le lieu, la manière, pour maximiser l'impact. Dans le même temps, Boris continuait d'avancer dans sa trajectoire sans se retourner. Sa décision de ne pas céder face à Catherine ne relevait plus d'un simple refus ponctuel, mais d'une posture désormais installée, presque définitive. Il avait choisi son camp, et ce choix impliquait nécessairement une rupture avec une partie de son passé. Il ne cherchait plus à ménager, à concilier, à trouver un terrain d'entente. Il avançait avec la conviction que certaines relations, pour survivre, nécessitent de poser des limites strictes, quitte à provoquer des conflits irréversibles. Cette détermination se reflétait également dans la manière dont il parlait de son avenir avec Muriel. Le mariage n'était plus simplement une étape symbolique, mais un point d'ancrage, une manière de donner une structure à ce qu'ils construisaient ensemble. Et l'adoption de Thomas, dans cette logique, devenait une évidence, une extension naturelle de cet engagement. Il ne s'agissait pas seulement d'aimer, mais de reconnaître, d'assumer, de protéger. Pendant ce temps, Muriel, bien qu'engagée dans cette dynamique, n'était pas totalement épargnée par les tensions environnantes. Elle percevait, sans toujours pouvoir les nommer précisément, les répercussions que leur relation avait sur ceux qui les entouraient. Elle savait que ce qu'elle vivait avec Boris ne se construisait pas dans un vide, mais dans un contexte chargé d'histoires, de liens, de blessures encore ouvertes. Cette conscience, loin de la freiner, la rendait plus attentive, plus prudente dans ses réactions. Elle ne cherchait pas à provoquer, ni à s'imposer, mais elle ne reculait pas non plus. Elle avançait avec une forme de calme déterminé, comme si elle avait accepté que cette relation, pour exister pleinement, devrait traverser des zones de turbulence. Dans un autre registre, la situation de Clémence continuait de se dégrader de manière presque imperceptible pour ceux qui ne prenaient pas le temps de regarder au-delà des apparences. Mais pour ceux qui y prêtaient attention, les signes étaient là, de plus en plus évidents. Son agitation, ses absences, ses moments de confusion, tout cela dessinait progressivement le portrait d'une personne en perte de contrôle. Le moment où elle avait failli être percutée en sortant de l'hôpital n'était pas un simple incident isolé, mais le symptôme d'un état général qui devenait dangereux. Et pourtant, malgré cette évidence, elle persistait dans son déni, refusant de reconnaître la gravité de sa situation. Cette incapacité à se confronter à la réalité ne faisait qu'aggraver les choses, retardant une prise en charge qui devenait pourtant urgente. Alain, de son côté, se trouvait de plus en plus tiraillé entre son instinct et son attachement. Il percevait le problème, il en devinait les contours, mais il hésitait à aller plus loin, à confronter directement Clémence, de peur de la perdre ou de provoquer une réaction qu'il ne saurait pas gérer. Ce dilemme le maintenait dans une position d'attente, où il observait sans intervenir réellement, espérant peut-être que la situation se résoudrait d'elle-même. Mais cette posture, bien que compréhensible, contribuait indirectement à alimenter les tensions avec Elisabeth. Car ce qu'elle voyait, elle, ce n'était pas cette hésitation, cette complexité intérieure, mais une proximité qu'elle interprétait comme une menace. Et plus Alain restait dans cette ambiguïté, plus elle se sentait mise à l'écart, reléguée à une place secondaire dans une relation qu'elle pensait pourtant solide. Dans le prolongement de leur dispute, Elisabeth continuait de ruminer, de repenser à chaque détail de la soirée, à chaque moment où elle s'était sentie ignorée, invisible. Cette accumulation de ressentis ne faisait que renforcer son besoin de réagir, de ne pas rester dans une position passive. Et c'est précisément dans cet état d'esprit que sa décision concernant Fourneau prenait tout son sens. Elle ne voyait plus cette invitation comme une simple distraction, mais comme une opportunité, une manière de reprendre l'initiative, de ne plus subir une situation qui lui échappait. Ce glissement, subtil mais réel, marquait une évolution dans son comportement, une ouverture vers quelque chose de nouveau, mais aussi de potentiellement risqué. Dans un autre espace, plus discret, Catherine continuait d'observer les effets de ce qu'elle avait déclenché, avec cette distance froide qui la caractérisait. Elle n'avait pas besoin d'intervenir à nouveau, car elle savait que les événements allaient désormais évoluer d'eux-mêmes.
Elle avait introduit une variable dans un système déjà instable, et elle se contentait désormais de regarder les conséquences se déployer. Ce qui la distinguait, c'était cette capacité à anticiper, à comprendre que certaines actions produisent des effets différés, mais souvent plus puissants que des confrontations directes. Elle ne cherchait pas à tout contrôler immédiatement, elle savait attendre, laisser les tensions monter, les relations se fragiliser, jusqu'au moment où une nouvelle intervention deviendrait nécessaire. Dans ce contexte, chaque personnage avançait dans sa propre logique, mais tous semblaient converger vers un point commun, une zone de rupture où les choix individuels allaient produire des conséquences collectives. Les décisions prises dans l'émotion, les silences maintenus par peur, les vérités révélées avec calcul, tout cela formait un ensemble complexe, difficile à maîtriser. Et au cœur de cette dynamique, une évidence s'imposait peu à peu, ce qui avait été déclenché ne pouvait plus être arrêté. Les équilibres anciens étaient déjà fragilisés, les relations redéfinies, les positions clarifiées. Il ne restait plus qu'à voir jusqu'où cette transformation allait aller, et surtout, qui serait capable d'en sortir indemne. Dans la continuité de cette tension qui ne cessait de se densifier, les conséquences des choix de chacun commencèrent à se manifester de manière plus concrète, comme si la mécanique enclenchée depuis plusieurs heures atteignait désormais un point où les émotions ne pouvaient plus rester contenues. Ce qui, jusque-là, relevait encore de l'implicite, du non-dit ou du pressentiment, prenait progressivement une forme plus visible, plus difficile à ignorer pour ceux qui en étaient les témoins. Eve, toujours marquée par la révélation brutale orchestrée par Catherine, se retrouvait confrontée à une forme d'épuisement émotionnel qui la rendait particulièrement vulnérable. La colère qu'elle avait exprimée plus tôt s'était transformée en une fatigue sourde, un sentiment de vide qui s'installait lentement. Elle n'avait plus l'énergie de lutter contre ce qu'elle ressentait, ni même de trouver une issue à ce qu'elle percevait désormais comme une impasse. Dans cet état, chaque pensée revenait inlassablement vers la même question. Comment avait-elle pu ne pas voir ce qui se préparait? Cette interrogation, loin de lui apporter une réponse, ne faisait qu'alimenter un doute plus profond encore, une remise en question qui dépassait la simple situation avec Boris pour toucher à sa propre perception des relations, à sa manière de faire confiance, à sa place dans la vie des autres. Manu, toujours présent, observait ce glissement avec une inquiétude grandissante. Il connaissait suffisamment Eve pour comprendre que cette forme de retrait, cette fatigue silencieuse, pouvait être plus dangereuse encore que la colère. Il tenta d'instaurer un dialogue, de l'amener à verbaliser ce qu'elle ressentait, mais il se heurta à une forme de fermeture, non pas hostile, mais résignée. Elle n'avait plus envie de se battre, plus envie de comprendre, seulement besoin de laisser passer ce moment sans ajouter de conflit à ce qui existait déjà. Et cette posture, bien qu'apaisante en apparence, laissait présager un processus plus long, plus profond, dont les effets ne se limiteraient pas à cette seule journée. Pendant ce temps, Boris continuait d'avancer dans ses choix, mais pour la première fois peut-être, une légère tension commençait à apparaître dans sa manière d'agir. Non pas une remise en question, mais une conscience plus aiguë des conséquences de ses décisions. Il savait que ce qu'il construisait avec Muriel et Thomas était solide, sincère, nécessaire. Mais il ne pouvait ignorer que cela impliquait aussi de laisser derrière lui certaines personnes, certaines histoires. Cette prise de conscience ne le faisait pas reculer, mais elle introduisait une forme de gravité dans son attitude. Il ne s'agissait plus seulement de s'affirmer, mais d'assumer pleinement ce que cela impliquait. Et dans cette acceptation, il y avait une maturité nouvelle, une capacité à avancer sans chercher à minimiser les pertes. Muriel, de son côté, percevait également ce changement. Elle sentait que Boris portait désormais quelque chose de plus lourd, quelque chose qui dépassait leur relation. Elle ne cherchait pas à alléger ce poids par des paroles inutiles, mais elle était là, présente, attentive, prête à soutenir sans envahir. Leur relation, dans ce contexte, se renforçait non pas dans la légèreté, mais dans une forme de solidité construite sur la réalité. Dans un autre registre, la situation de Clémence atteignait un niveau critique qui ne pouvait plus être ignoré très longtemps. Son corps, soumis à des fluctuations constantes, commençait à lui envoyer des signaux de plus en plus alarmants. Les moments de panique se faisaient plus fréquents, plus intenses, et les phases de relative stabilité devenaient de plus en plus courtes. Ce déséquilibre, visible pour ceux qui prenaient le temps de l'observer, devenait un danger immédiat, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Et pourtant, elle persistait dans son déni, refusant d'admettre que la situation lui échappait complètement. Alain, de plus en plus inquiet, se retrouvait face à une décision qu'il ne pouvait plus repousser indéfiniment. Continuer à fermer les yeux, à espérer que la situation s'améliore d'elle-même, revenait désormais à prendre un risque qu'il n'était plus certain de vouloir assumer. Mais intervenir, confronter Clémence,
signifiait aussi risquer de briser ce lien fragile qu'ils avaient réussi à préserver malgré tout. Ce dilemme, profondément humain, le plaçait dans une position d'incertitude, où chaque option comportait ses propres conséquences. Et pendant qu'il hésitait, la situation continuait de se détériorer, avançant indépendamment de sa volonté. Dans le prolongement de ces tensions, Elisabeth poursuivait son propre cheminement, de plus en plus éloignée de ce qu'elle avait été jusqu'alors. L'acceptation du verre avec Fourneau, qui pouvait encore sembler anodine quelques heures plus tôt, prenait désormais une dimension plus concrète. Ce n'était plus une idée, une possibilité, mais une réalité vers laquelle elle se dirigeait. Elle ne cherchait pas encore à en mesurer toutes les implications, mais elle savait que ce geste n'était pas neutre. Il s'inscrivait dans une dynamique de réaction, de compensation, presque de revanche. Elle ne voulait plus être celle qui attend, celle qui doute, celle qui se sent mise de côté. Elle voulait redevenir actrice de sa propre histoire, même si cela impliquait de s'engager sur un terrain incertain. Dans un autre espace, Catherine continuait d'observer, fidèle à sa stratégie initiale. Elle n'avait pas besoin de multiplier les actions, car elle savait que ce qu'elle avait déclenché allait continuer à produire des effets. Elle se contentait d'analyser, de comprendre, de préparer la suite. Ce qui la caractérisait, c'était cette capacité à rester en retrait tout en gardant le contrôle. Elle n'intervenait que lorsque c'était nécessaire, choisissant ses moments avec une précision redoutable. Et dans cette patience, il y avait une forme de puissance, une maîtrise du temps que peu de personnes possédaient. Elle savait que les tensions entre Ève et Boris, entre Elisabeth et Alain, entre Clémence et elle-même allaient continuer à évoluer, à se transformer, à se compliquer. Et elle était prête à intervenir de nouveau lorsque le moment serait venu, lorsque l'équilibre serait suffisamment fragilisé pour qu'une nouvelle action produise un effet maximal. Dans ce contexte, tous les personnages semblaient avancer vers une zone de rupture, chacun à leur manière, chacun avec leur propre motivation, leurs propres failles. Les décisions prises sous l'effet de l'émotion commençaient à produire des conséquences concrètes, les relations se redéfinissaient, les positions se clarifiaient. Et au cœur de cette dynamique, une évidence se dessinait de plus en plus nettement, rien ne serait plus comme avant. Ce qui avait été brisé ne pouvait pas être simplement réparé, ce qui avait été révélé ne pouvait pas être oublié. Il ne restait plus qu'à avancer, à assumer, à affronter ce qui allait venir. À mesure que la journée touchait à sa fin, les tensions accumulées tout au long de ces événements trouvaient un écho plus profond dans les silences qui s'installaient entre chacun. Rien n'explosait réellement, rien ne semblait encore irréversible à première vue, et pourtant, tout avait déjà changé. Les regards n'étaient plus les mêmes, les mots pesaient davantage, et les décisions prises dans l'ombre commençaient à dessiner les contours d'un avenir bien plus instable qu'auparavant. Ève, désormais seule face à elle-même, comprenait que ce qu'elle venait de vivre n'était pas un simple choc passager, mais une fracture durable. Elle ne pouvait plus revenir en arrière, ni retrouver l'illusion dans laquelle elle s'était maintenue. Ce qu'elle ressentait ne se limitait plus à la douleur, mais s'élargissait à une forme de lucidité qui, bien que difficile à accepter, lui permettait de voir les choses avec une clarté nouvelle. Elle savait que Boris avait fait un choix qui ne la concernait plus, et que continuer à s'accrocher à ce qui avait existé ne ferait que prolonger une souffrance inutile. Dans ce processus, elle ne trouvait pas encore de solution, ni même de véritable apaisement, mais elle commençait à entrevoir une direction. Non pas celle d'un pardon immédiat ou d'un détachement total, mais celle d'une reconstruction lente, progressive, qui passerait nécessairement par une remise en question de ses propres attentes. Ce chemin, elle devrait le parcourir seule, car personne ne pouvait réellement comprendre ce qu'elle ressentait à cet instant précis. Pendant ce temps, Boris avançait, toujours fidèle à la ligne qu'il s'était fixée, mais avec une conscience plus aiguë du poids de ses décisions. Il ne doutait pas de son choix, mais il en mesurait désormais les conséquences humaines. Il savait que ce qu'il construisait avec Muriel et Thomas impliquait de laisser derrière lui certaines blessures, certaines personnes, et que ces pertes ne seraient pas sans impact. Muriel, quant à elle, restait à ses côtés avec cette présence discrète mais essentielle, comme un point d'ancrage dans un contexte où tout semblait vaciller. Elle ne cherchait pas à occuper tout l'espace, ni à effacer ce qui existait avant elle, mais elle assumait pleinement sa place. Leur relation, dans cette complexité, prenait une forme plus mature, moins idéalisée, mais plus solide. Dans un autre registre, la situation de Clémence devenait de plus en plus préoccupante, même si elle tentait encore de la masquer. Ce qui, au départ, pouvait être perçu comme une faiblesse passagère, apparaissait désormais comme un problème profond, enraciné, difficile à contrôler. Son déni, loin de la protéger, ne faisait qu'aggraver la situation, retardant une prise de conscience qui devenait pourtant inévitable.
Alain, de son côté, se retrouvait face à une responsabilité qu'il ne pouvait plus esquiver. Il comprenait que continuer à observer sans agir reviendrait à laisser la situation se détériorer davantage. Mais intervenir impliquait aussi de prendre un risque, celui de briser un équilibre fragile, de provoquer une réaction qu'il ne saurait peut-être pas contenir. Ce moment de bascule, encore suspendu, annonçait une décision à venir, dont les conséquences pourraient être déterminantes. Dans le prolongement de ces tensions, Elisabeth poursuivait son glissement vers une zone plus instable, où ses émotions prenaient progressivement le pas sur sa lucidité habituelle. L'acceptation du verre avec Fourneau, désormais actée, représentait bien plus qu'un simple rendez-vous. C'était un signe, un symptôme d'un déséquilibre intérieur, d'un besoin de se prouver qu'elle pouvait encore exister en dehors du regard d'Alain. Ce choix, qu'elle tentait de rationaliser, s'inscrivait en réalité dans une dynamique plus large, celle d'une rupture progressive avec ce qu'elle avait construit jusque-là. Elle ne le percevait pas encore pleinement, mais elle avançait déjà dans une direction dont il serait difficile de revenir. Et au centre de tout cela, Catherine demeurait, comme toujours, en retrait, mais jamais absente. Elle observait, analysait, attendait. Elle savait que ce qu'elle avait déclenché ne faisait que commencer, que les effets allaient se multiplier, se croiser, s'amplifier. Elle n'avait pas besoin d'agir davantage pour le moment, car le déséquilibre qu'elle avait introduit suffisait à lui seul à transformer les relations. Sa force résidait précisément dans cette capacité à intervenir au bon moment, puis à se retirer, laissant les autres faire le reste. Elle comprenait que les émotions humaines, une fois mises en mouvement, suivent leur propre logique, souvent imprévisible, mais toujours exploitable pour quelqu'un qui sait observer. Ainsi, alors que la journée s'achevait, une impression persistante s'installait, celle que quelque chose d'irréversible avait été enclenché. Rien n'était encore totalement brisé, mais tout était fragilisé. Les liens, les certitudes, les équilibres. Tout semblait désormais soumis à une tension constante, prête à céder à la moindre pression supplémentaire. Et dans ce silence chargé de conséquences, chacun avançait sans savoir exactement ce qu'il attendait, mais avec la certitude que les choix faits aujourd'hui allaient façonner, de manière durable, ce qui restait encore à venir.